Hello, moi c'est Jason, et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Bonjour Céline. Bonjour Audrey. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à passer sur Génération Comptable et merci de nous accueillir aussi dans vos beaux locaux de Weblex. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux le faire. Donc effectivement, moi je suis donc Céline Mingui, j'ai 51 ans. Et je suis donc cofondatrice de Weblex, qui va fêter ses 9 ans en juin prochain. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Tu vas nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Ah, quand j'étais petite, qu'est-ce que je voulais faire ? Pas mal de choses en fait, qui n'avaient absolument rien à voir. Je me voyais bien styliste. Je me voyais bien, pas institutrice, plutôt psychologue pour enfants. Mais surtout, j'avais 2 rêves qui étaient complètement différents. Devenir magistrate ou devenir sage-femme. Ah oui, en effet. Rien à voir du tout. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter du coup comment... qu'est-ce que tu as fait comme études et comment t'en es arrivée à créer Weblex ? Alors, j'ai fait des études de droit. Je suis allée jusqu'à la maîtrise de droit. Après, avec la forte envie que j'avais de devenir juge, j'ai pris 1 an pour préparer le concours de magistrat, que j'ai loupé. Bien qu'ayant fait un stage de 6 mois au tribunal, en étant vraiment immergée dans cette partie-là, donc j'ai adoré cette partie-là, mais j'ai pas trop l'esprit concours, donc je n'ai pas eu le concours. Et puis j'ai trouvé un job au service contentieux de la CAF de Rouen. Et donc là, je suis partie dans 10 ans de sécurité sociale. Donc je suis un pur produit de la sécurité sociale. J'ai fait la CAF, j'ai fait la CEPOM, j'ai fait l'URSSAF, voilà, pendant 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'en es arrivée à créer Weblex ? Alors en fait, il y a eu une étape intermédiaire, c'est que quand j'ai fait la CAF de Rouen, j'ai fait la CEPOM de Quimper et l'URSSAF de Lille. Ensuite, on est venu s'installer dans l'Ouest et je me suis dit, bon, j'arrête la sécu parce que j'ai pas du tout l'esprit sécu. Quand tu commences à regarder l'heure à laquelle tu es arrivé pour savoir à quelle heure tu vas pouvoir repartir, à la minute près, je me dis non, ça c'est pas moi. Moi, je suis plutôt... d'une famille d'entrepreneurs, donc je me retrouvais pas du tout. Et puis en arrivant à Nantes, on a décidé de créer notre première entreprise qui s'appelait le Forum des commerces, où on avait des sites d'annonces de vente de fonds de commerce, on en avait 16 je crois, spécialisés par activité. Et puis donc Jean-François, qui est le cofondateur aussi de Weblex, lui venait du domaine de l'édition, il avait passé pas mal de temps dans l'édition, il était déjà rédacteur en chef d'une revue qui donnait des conseils en droit fiscal aux entrepreneurs. Il avait cette idée depuis longtemps de créer sa propre boîte de médias. Et ben, on a conjugué les deux. Il a commencé par rédiger quelques articles qu'on a mis sur nos sites d'annonces. On a vu qu'il y avait quand même pas mal d'engouement. Donc on s'est dit, allez, on se lance, on crée un média juridique pour apporter des informations et des conseils aux chefs d'entreprise dans un langage qu'ils vont comprendre. Alors le forum des entreprises, si on peut revenir un peu là-dessus, ça a duré combien de temps ? Alors le forum des commerces, on l'a créé en 2012 je crois, et on l'a vendu il y a 2 ans. Donc vous l'avez gardé quand même en parallèle un petit peu de Weblex Oui, absolument. On l'a gardé, on a été quelques années à travailler sur les 2 segments, ce qui n'était pas chose simple, parce que avoir 2 entreprises qui demandent chacune un temps considérable. Ce que je disais, j'ai 2 enfants, mais j'avais l'impression aussi d'avoir des jumeaux à côté, voire des triplés avec les 2 boîtes. Donc c'était parfois effectivement un peu touchy. Chronophage, mais bon, quand tu fais les choses avec passion, le temps te paraît pas si long que ça. C'est ça. Et du coup, comme ça faisait beaucoup, vous avez décidé de vendre ou c'est l'opportunité qui Alors en s'est fait, présentée ? c'est les 2, mon capitaine. C'est que les acquéreurs du Forum des commerces nous avaient déjà contacté quelques années auparavant, et puis nous c'était pas mûr. Puis c'est arrivé pendant la période Covid où on s'était aperçu que c'était compliqué parce que Weblex demandait beaucoup de temps. Nous on avait vraiment pris le parti d'accompagner un maximum les experts comptables, et puis à côté ça devenait vraiment difficile. Et voilà, après c'est l'occasion, je les ai recontactés, je leur ai dit on se pose la question de vendre le Forum des commerces. Ils ont dit tu nous laisses 1 heure, on arrive. Concrètement, c'est un peu ça. Donc c'est l'occasion, c'était le bon moment aussi, parce que Weblex commençait vraiment à prendre beaucoup d'importance. On commençait à avoir pas mal de collaborateurs, et c'était difficile de pouvoir tout faire, de pouvoir tout bien faire. Donc on a pris le parti
de garder Weblex, parce que c'est notre entreprise de cœur, puis de vendre le forum des commerces pour qu'il puisse grandir avec une autre entreprise qui avait les moyens de le faire grandir aussi. C'est vraiment intéressant. Et tu dis, vous étiez déjà plusieurs, vous étiez combien à ce moment-là? Alors, quand on a vendu le forum des commerces, on devait être 3 sur le forum, et l'équipe de Weblex, on était 5, je crois. Oui, 5 ou 6. Et quand vous avez commencé Weblex, est-ce que vous étiez que tous les deux avec Jean-François? Ouh là là, oui, ça c'était une sacrée aventure quand on s'est dit, tiens, on va créer notre propre média pour donner des conseils aux chefs d'entreprise, donc éplucher au quotidien toutes les nouveautés législatives, jurisprudentielles, en juridique, en fiscal, en social, en patrimonial, enfin bref, on en a parlé à nos amis, donc on avait des amis experts comptables, des amis avocats qui nous ont dit, mais vous êtes des grands malades, vous ne réussirez jamais. Comment vous allez faire? Et puis on les a pas écoutés, et heureusement, donc on était effectivement tous les deux. Donc Jean-François rédigeait, moi j'intégrais sur le site, j'envoyais les newsletters, je faisais du commercial, enfin bref, on était vraiment touche à tout tous les deux. Et effectivement, donc on n'est pas peu fiers, parce qu'on a commencé à 2, un peu en mode garage, comme ça se dit si joliment. Aujourd'hui on va être 22. C'est une belle progression. C'est une belle progression, l'équipe a quasiment doublé en 1 an. Voilà, on y a cru jusqu'au bout, comme il faut y croire quand on est chef d'entreprise. Et puis je pense que c'est encore plus challengeant quand des gens te disent vous n'allez jamais y arriver, de dire si, on est sûr de nous, donc on va y arriver, on ne lâchera rien. Et on n'a rien lâché, et voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait quand même un besoin identifié, pas forcément, si de la part des chefs d'entreprise, il y avait un besoin identifié, puisque donc Jean-François venait déjà, lui, du domaine de l'édition, et puis nous, on était aussi entrepreneurs, on a des amis entrepreneurs, mais notre business model a complètement vrillé, en fait. Au début, on s'était dit, on va créer Weblex, et on va vendre des abonnements aux chefs d'entreprise. C'était pas cher, 90 € par an l'abonnement, mais le coût d'acquisition d'un abonné est tellement exorbitant qu'il aurait fallu des années et des années pour pouvoir retomber sur nos pieds. Et puis c'était avec nos économies qu'on a créé Weblex, donc on n'avait pas forcément grand chose non plus. Il fallait qu'on puisse se voir un petit peu devant, et en fait notre véritable business model, on a mis plusieurs années à vraiment le trouver. Donc on a vite bifurqué sur la partie expertise comptable, mais tout simplement parce qu'on avait des amis qui nous disaient mais ce que vous nous envoyez c'est top ici, il faut que j'en parle à mon expert comptable parce que lui ce qu'il m'envoie, s'il m'envoie quelque chose c'est pas top. Et en fait c'est comme ça qu'on a commencé à se dire bah tiens, mais oui on va peut-être gratter un peu de ce côté-là, de voir un peu s'ils ont des besoins, et puis c'est là que tout a commencé. On a eu peur de rien, c'est pareil, on a embauché un étudiant pendant tout l'été pour qu'il aille sur le site de l'ordre des experts comptables récupérer, parce que c'était possible à cette époque-là, toutes les adresses mail de tous les experts comptables de France, et on a intégré ça sur notre base d'envoi d'emailing, et puis on s'est dit bon bah voilà, maintenant on a la base d'emailing et il va falloir qu'on leur envoie quelque chose, donc quand ce sera mieux on leur enverra quelque chose. Et à un moment donné, la petite étincelle est arrivée avec la petite histoire du jour. Oui, donc c'est une sacrée histoire, l'histoire de la petite histoire, et ça a commencé comme ça en fait, tout simplement. On s'est lancé en se disant on risque rien, et puis voilà. Et puis c'est hyper intéressant et c'est assez avant-gardiste parce que aujourd'hui on en parle beaucoup de la micro-formation, du fait de se former tous les jours un petit peu pendant une lecture d'1 minute, un SMS, etc. Et vous en fait vous avez commencé ça bien avant avec la petite histoire du jour. Mais complètement, donc la petite histoire va fêter ses 9 ans, et c'est vrai que quand tu regardes bien, même les pubs à la télé, tout le monde parle de storytelling, que ce soit Intermarché, voilà, ils ont fait un peu de storytelling, mais nous le storytelling on le fait, ça fait 9 ans qu'on le fait avec la petite histoire du jour. Donc effectivement on a été précurseurs sur ce type d'envoi où on a l'habitude de dire de façon un peu triviale, c'est pas parce qu'on fait du droit qu'il faut être chiant. Et la petite histoire du jour, elle est là en fait, elle est là pour ça, pour te dire tous les jours vous pouvez apprendre quelque chose d'une façon ludique, pédagogique, interactive, et sans vous prendre la tête en fait. Et comme on est tous très curieux, comme les faits sont 20 fois plus susceptibles d'être retenus quand ils sont racontés, parce qu'on aime tous les histoires. Oui. Je pense que c'est vraiment un mode de communication qui a tout de suite plu. Et quand on a envoyé la première petite histoire, qui a aussi son histoire, je te la raconterai si tu veux, on a eu des taux d'ouverture très intéressants, et on s'est dit ok, allez on recommence, on en refait une, et puis au final c'est aussi comme ça qu'on s'est fait connaître du monde de l'expertise comptable. C'est par la petite histoire du jour. Ouais, c'est une super histoire. Oui. Ouais, moi, je la reçois tous les jours. C'est vrai que je lis pas beaucoup de newsletters, mais celle-là, je la lis. Donc, c'est vraiment le format qui fonctionne bien. C'est court, c'est toujours fait de la même façon. Il y a une charte rédactionnelle on n'en déroge jamais. Une petite histoire qui arrive sur le bureau de Jean-François, qui n'aurait
correspond pas à certains critères, elle repart chez le rédacteur en disant tu recommences, voilà, je te renvoie ta copie. Et non, elle est toujours amusante. Et l'histoire de la petite histoire, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de raconter cette petite histoire. Donc on était tous les deux, Jean-François rédigeait, était dans le bureau d'à côté de moi. Moi, j'ai intégré les contenus que lui rédigeait, parce que c'était des fiches, des actualités. Il arrive dans mon bureau en disant écoute, je viens de lire une jurisprudence, faut faire quelque chose. Mais je dis, c'est quoi ta jurisprudence? Alors, concrètement, en 2 mots, c'était un chef d'entreprise qui embauchait une jeune CDD, elle avait besoin d'un logement. Donc pour pouvoir avoir son logement, elle avait besoin d'un courrier de complaisance en disant qu'elle allait passer en CDI. Et donc elle est passée en CDI, elle a eu son courrier de complaisance pour passer en CDI. Et le jour où le CDD s'est arrêté, elle est arrivée voir son patron en disant attendez, moi j'ai un courrier comme quoi vous me prenez en CDI. Donc le pauvre s'est retrouvé comme de rond de flanc, et il s'est retrouvé au prud'homme et il a perdu. Et donc Jean-François m'a dit, il y a tellement de chefs d'entreprise qui peuvent se faire avoir comme ça, mais vraiment, par pure gentillesse, sans savoir, il faut absolument qu'ils soient informés de cette histoire. Donc on va appeler ça la petite histoire du jour, je vais la rédiger en 1000 caractères espace compris maximum, et voilà, et on va l'envoyer. Eh ok, vas-y, fais. Et donc il a rédigé la petite histoire, et c'était la première petite histoire qu'on a envoyée comme ça. Donc il m'a dit, ça me fait penser à l'histoire d'un mec de Coluche, sauf que là c'est l'histoire d'un dirigeant, c'est l'histoire d'un employeur. Et le concept fonctionne très bien depuis maintenant 9 ans. Et donc c'est vraiment, je pense, l'étincelle c'est la bonne idée qu'on a eue. Une belle leçon de marketing en tout cas. Parce que c'est ça du coup qui vous a fait connaître. Complètement. Oui. Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà du coup les packs que vous vendez aujourd'hui? Mais alors pas du tout, en fait. Ils ont mis plusieurs années à se créer ces packs-là parce que tu tâtonnes. On arrive dans un monde, le monde de l'expertise comptable qu'on ne connaît presque pas. On est sur un sujet où la rédaction, Jean-François maîtrisait. Il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'on vend? Comment on le vend? Combien on le vend? C'est difficile. Mais je pense qu'on a toujours eu la chance d'avoir un peu des mentors, que ce soit même pour le Forum des commerces, quand il a fallu que je fasse ma grille tarifaire, ou même pour là où t'as des gens qui sont autour de toi et qui te disent écoute, voilà. Ça peut être intéressant. Là-dessus, il y a un besoin, le tarif, voilà un petit peu ce sur quoi tu peux tabler, et puis au fur et à mesure, tu fais un peu du test and learn, tu écoutes tous tes clients, tu écoutes les prospects, et puis tu tâtonnes, et à un moment donné, ton véritable business model, les offres, tu les trouves, tu les packages, et tu grandis en même temps qu'eux, en fait, et tu t'adaptes. Notre objectif, ça a toujours été de nous adapter aux besoins, et non de dire à nos clients, c'est à vous de vous adapter à ce qu'on est en capacité de produire aujourd'hui. On a toujours fait les choses dans le on a toujours pris le contre-pied de ce que peuvent prendre les autres, en fait. Et ça marche. Et ça marche. Et aujourd'hui, effectivement, nos offres aussi, on crée de plus en plus de packages pour vraiment répondre aux besoins des cabinets au fur et à mesure. Et alors, c'est quel type de profil que vous avez commencé par recruter quand vous avez constitué l'équipe? Alors, on a commencé par recruter donc Simon, qui est toujours chez nous, qui était en stage d'ailleurs sur le Forum des commerces, et c'était un peu touche à tout. C'est lui qui intégrait tous les contenus qui étaient rédigés, c'est lui, il s'occupait de tout, en fait. C'était un peu le généraliste. À part la rédaction, sinon il s'occupait quasiment de tout, et le commercial, sinon il s'occupait de tout, et puis après ça a été des rédacteurs. Parce qu'effectivement, il y a une grosse veille à faire, donc il fallait qu'on n'oublie rien, et c'est donc un travail colossal. Donc petit à petit, comme ça, l'équipe de rédaction s'est constituée. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à la rédaction, et puis après, on est parti beaucoup sur le legal design. Maintenant, on a 4 graphistes, quand même, dont Simon, qui a bifurqué, qui est parti sur le legal design, parce que il adorait ça. Et Solène aussi, qui est arrivée chez nous en tant que juriste, spécialisée sur le juridique, sur la rédaction juridique, et qui avait une très forte appétence et qui s'y connaissait pas mal. Donc c'est pareil, on l'a passé complètement sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, voilà, on est 22, mais ça a été donc Simon, juriste, après un peu l'équipe commerciale, et puis voilà, la partie marketing. Petit à petit, effectivement, on va chercher les talents dont on a besoin à un moment donné. Et ce serait quoi les conseils, retours d'expérience que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu de l'expertise comptable? La patience, la persévérance. Alors moi, je suis fan des experts comptables, mais je l'ai toujours dit, donc c'est pas du tout... Je suis fan des experts comptables. Alors c'est peut-être aussi parce que j'avais un papa qui était comptable, qui bossait pour un expert comptable. J'ai toujours été impressionnée par la vitesse à laquelle il pouvait taper sur la calculatrice sans regarder l'écran. Enfin, ça m'a toujours impressionnée. Et je sais pas, je trouve que les experts comptables sont des gens qui sont extrêmement attachants. Après qu'ils demandent à ce que l'on
soit nous aussi persévérants, à ce que l'on puisse leur démontrer au fil du temps qu'on est des gens sérieux. Je le comprends tout à fait, parce qu'ils ont aussi quelque part des comptes à rendre à leurs clients. C'est vraiment une profession avec laquelle c'est très agréable de travailler, je trouve. Et donc la patience et oui, la persévérance. La patience, la persévérance, c'est un peu l'histoire des 3 ans. Je trouve que la première année, quand on est au congrès, ils disent tiens, un nouvel arrivant. La deuxième année, tiens, ils sont encore là. Puis la troisième année, c'est bon, ça fait 3 ans que vous êtes là, donc effectivement, on vous scrute, on vous regarde. Oui, c'est sérieux ce que vous faites, donc c'est bon, quoi. On va travailler ensemble. C'est ça. Donc il faut s'accrocher les 3 premières années. Oui, les 3 premières années, absolument. Et puis mais je comprends. Et puis c'est aussi, je pense, une profession qui a besoin qu'on soit à leur service, mais qu'on sache aussi leur rendre service quand ils en ont besoin. Et nous, on l'a vraiment vu pendant la période Covid. Dès que le Covid est arrivé, on a mis sur le pont toute l'équipe de rédaction. L'objectif, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on pouvait les aider, les accompagner, parce qu'on savait qu'ils étaient débordés de questions de la part des clients, les clients qui écoutent la radio et ce que disent les journalistes, ça a parfois ni queue ni tête, ça n'a aucun sens par rapport à ce que disent les textes. On avait des textes qui étaient publiés un lundi et le mardi qui étaient de nouveau... il y avait des corrections de fait dessus. Donc nous, notre job, ça a été de dire nous, on s'accroche et toute l'équipe est là et on rédige sur la Covid pour pouvoir leur apporter toute l'information dont ils ont besoin. Et en fait, le fait d'avoir agi comme ça, de leur avoir ouvert de façon complètement gratuite tout le portail de Weblex, d'avoir du jour au lendemain organisé des webinaires alors c'est un truc qu'on n'avait jamais fait sur le Covid une fois par semaine, c'était extrêmement intéressant parce que effectivement on avait plein de cabinets, collaborateurs experts comptables qui assistaient à nos webinaires. Quand on envoyait le petit mail en disant c'est bon, tout est à jour sur le site, on avait un nombre de connexions qui était monumental. Une fois, on a fait sauter le serveur, tellement il y avait de monde. Et voilà. Les belles surprises. Complètement. Et c'est vrai qu'on a après récupéré un certain nombre de cabinets en qualité de clients qui venaient nous voir au congrès, nous disaient mais c'était tellement bien ce que vous avez fait pour nous pendant cette période-là. Vous n'avez pas du tout profité de ça pour nous vendre quelque chose de supplémentaire, mais vous avez ouvert la base à tout le monde alors même qu'on n'était pas client chez vous. Rien que pour vous, on veut travailler avec vous en fait. C'est génial. C'est quand on donne qu'on reçoit. De toute façon, il n'y a pas de secret dans la vie. Si tu veux recevoir, donne d'abord. Exactement, ça c'est ce que j'aime toujours dire. Donc ça fait maintenant 9 ans. Oui, ça va faire 9 ans, absolument. On va fêter nos 9 ans au mois de juin. Donc c'est bien, 9 ans, l'année prochaine, 10 ans. On a une belle résilience du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment... c'est quoi votre marque employeur chez Weblex? Qu'est-ce que vous mettez en place en interne pour la cohésion d'équipe? Alors déjà ce que l'on fait quand on recrute, et c'est vrai qu'on recrute beaucoup, je pense qu'on va faire un peu une petite pause, mais on a quasiment doublé l'équipe en une année. On a toujours un fil rouge, c'est de dire le savoir-faire ça s'acquiert, le savoir-être ça ne s'acquiert pas. Première chose qu'on voit effectivement quand on reçoit quelqu'un, c'est son savoir-être. Savoir si ça va bien se passer avec le reste de l'équipe. Ça c'est la première chose. Et on va dire qu'à 95% on se trompe pas. Déjà parce qu'on a une équipe qui est plutôt fidèle, qui est soudée. Dans des périodes effectivement comme on a pu traverser, tout le monde a vraiment mis du sien, tout le monde s'est vraiment relevé les manches. On voit que quand quelqu'un est un peu dans la panade pour une raison X ou Y, des collègues sont toujours là pour l'aider, l'accompagner. Et donc je pense que déjà, effectivement, quand on recrute, on fait vraiment très attention à ça. Et puis après, on a nos petits trucs à nous. Tous les lundis matins, on organise un petit déjeuner, puisque en règle générale, tout le monde est là le lundi matin. Et donc chacun ramène le petit déjeuner à son tour. Il n'y a aucune obligation, on s'inscrit sur une liste. C'est un moment qui dure à peu près 30 minutes, mais c'est sympa, c'est après le week-end. Ça permet à chacun de se retrouver avant le début de la semaine. On a souvent des semaines un peu chargées. Donc on fait ça, on fait aussi, on fête les anniversaires. Alors les anniversaires de l'âge, mais aussi en fonction du nombre d'années dont sont là les gens. Quand il y en a un qui est en CDD, qui passe en CDI, enfin voilà, on fête ça aussi tous ensemble. Ça se fête complètement. Et puis on essaie aussi d'organiser des événements ensemble durant l'année. L'année dernière, par exemple, on avait réservé
avait 2 bateaux, on a emmené tout le monde sur le golfe du Morbihan pendant une journée, apéro à midi en plein milieu du golfe du Morbihan, ça c'est beau. Déjeuner après sur les îles, enfin on fait des choses comme ça, des journées golf, enfin on essaie de faire des choses en dehors du bureau, peut être sympa. On avait fait aussi il y a 2 ans, on est allé faire les vendanges pendant une journée, voilà, ouais, c'était très sympa. Le matin on a coupé le raisin, après on a déjeuné dans le chai, et après c'était un peu après-midi, jeux d'extérieur, jeux de palais, des choses comme ça, ou bien sieste sous les arbres, des choses qui en dehors du bureau effectivement peuvent nous rapprocher. On a fait une journée karting, donc c'est très drôle quoi, parce que sur les matinées karting comme ça, t'as vraiment t'as ceux qui poussent à fond et c'est un vrai challenge de battre l'autre. Donc ouais, non, on essaie d'organiser des éléments comme ça. Comme je te disais aussi, on a maintenant une dame qui vient faire des massages sur chaise 2 fois par mois, ça. Donc c'est sympa, le midi, voilà, elle vient avec sa chaise, on s'inscrit sur une liste, et puis ceux qui le veulent, ou ceux qui en ont envie, s'inscrivent, et donc ils ont un petit massage sur chaise. Ça peut paraître un peu olé, mais au final, tu t'aperçois que c'est très bien accueilli de la part des collaborateurs. Bah oui, puis en plus, comme on est quand même des équipes qui sont beaucoup sur une chaise devant un bureau, donc oui. Ça permet aussi de se détendre. Oui, complètement. C'est assez intéressant comme Oui, puis ça sort de l'ordinaire en fait. Ah, c'est vrai qu'on voit pas ça partout. Non. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes outils préférés, les outils que vous utilisez chez Weblex? Oui, alors moi j'ai forcément mon outil préféré qui est toute la partie CRM et envoi d'emailing. Donc on travaille avec une super boîte de Rennes qui s'appelle Netelium. Quand on a commencé à envoyer les newsletters pour nos clients, on a pris contact avec eux. Avant on avait un autre outil, mais on galérait un peu avec. C'était vraiment chronophage. Et en fait l'avantage de Netelium, c'est qu'ils ont aussi un peu construit l'outil CRM et l'outil envoi d'emailing en fonction de nos besoins. Donc j'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'ils sont toujours à l'écoute aussi des besoins différents qu'on pourrait avoir, des demandes de nos clients, pareillement. Donc c'est plutôt, voilà, c'est vraiment l'outil dont on se sert. Pour la partie, pour les collaborateurs, là on est passé depuis quelques semaines sur Lucas. D'accord. Et c'est pareil, c'est plutôt sympa, quoi. C'est plutôt bien vu, voilà, c'est un outil qui est vraiment très chouette. Voilà, partie CRM, partie Lucas, et puis après on n'a pas besoin d'un nombre d'outils démentiels en fait. Vous êtes sur la suite Microsoft ? Oui, absolument. Oui. C'est pareil, on a été un peu malin, c'est que on a mis en place SharePoint quelques semaines avant le Covid, sans le savoir. On a équipé tout le monde d'un portable aussi quelques semaines avant le Covid, en se disant, de toute façon, en septembre, on passera en télétravail, donc on va faire en sorte qu'au mois de janvier, tout soit carré, comme ça, en septembre, on aura tout testé. Eh bien, heureux, oui. On a été chanceux, puisqu'on s'est retrouvés du jour au lendemain avec toute l'équipe en télétravail, mais sans problématique de connexion, sans problématique d'outils pour travailler, donc effectivement. Oui. Ah oui, ça, c'était un bon timing. Un bon timing. Et d'ailleurs, on a continué le télétravail, puisque nous, on a une équipe jeune. Aujourd'hui, quand on regarde le prix des loyers, le prix de l'immobilier dans Nantes et aux environs, c'est hors de prix. Donc, on a quand même pas mal de jeunes qui sont un peu éloignés de Nantes. Donc, ils ont 2 jours de télétravail, le jeudi et le vendredi. Proposé et pas imposé. On est tous les jours au bureau, donc en soi, certains peuvent venir aussi pour bosser. Mais sinon, oui, ils ont possibilité de faire du télétravail le jeudi et le vendredi. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours simple de se loger à Nantes, donc en effet c'est bien d'avoir cette possibilité-là. Nous aussi chez la Maconta, on a quelques personnes qui ont une maison assez éloignée aussi de Nantes, et du coup c'est bien d'avoir la possibilité de faire du télétravail. Comment est-ce que tu vois évoluer la profession dans les prochaines années ? Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui se lancent justement dans l'expertise comptable ? Alors, comment je vois la profession dans les prochaines années ? C'est difficile. Le conseil, en fait. Je dirais presque que même si... alors nous, on a pour habitude de dire, mais je pense que c'est aussi, moi, le fait d'avoir eu un papa comptable, c'est que le conseil, c'est vraiment le nerf de la guerre. Les chefs d'entreprise, aujourd'hui, moi, je pars du principe que l'expert comptable fait partie de la team importante de l'entrepreneur. C'est lui qu'on doit interroger quand on a des projets, quand on ne sait pas si on doit y aller ou ne pas y aller. Enfin, il doit vraiment faire partie du staff presque de staff de direction, du moins du staff de décision. Et c'est vrai que nous, je le vois, quand on a des décisions importantes à prendre, eh bien, on est toujours en relation avec notre expert comptable en disant, mais qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est pas jouable ? Et donc, je pense qu'il faut vraiment
continuer à persévérer dans cet esprit de conseil, bien faire en sorte que les clients le comprennent. C'est que l'expert comptable, il n'est pas juste là pour faire les comptes, pour avoir la signature en bas à droite du bilan. C'est vraiment quelqu'un qui doit être important et je trouve que c'est vraiment ce que doivent aussi avoir en tête, continuer à avoir en tête les experts comptables. À mon avis, ceux qui s'en sortiront vraiment le mieux, c'est ceux qui ont ça en tête. Et même pour les jeunes qui s'installent, c'est ça en fait. Vos clients, faites en sorte qu'ils comprennent bien que vous êtes important dans la gestion de l'entreprise. Que toutes les décisions, tous vos succès, tous vos échecs vont aussi avoir de l'importance pour lui. C'est ça, je partage tout à fait ton avis. Et je pense que c'est pas simple, on en a échangé sur plusieurs épisodes de podcast sur comment faire pour que l'expert comptable fasse comprendre aux clients qui peut le solliciter pour certaines décisions qui sont pas forcément directement en lien avec son bilan. Ça, est-ce que tu as des idées de comment ça pourrait être mis en place ? Alors c'est difficile parce que d'aucuns nous dira oui mais ça prend du temps, ça prend du temps, mais je pense que c'est régulièrement prendre contact avec le client, c'est de toujours être, alors j'aime pas du tout le franglais ou les phrases en anglais, mais c'est de toujours être top of mind dans la tête du client, de faire en sorte d'être toujours existant et que le client dise tiens j'ai ça, je vais appeler mon expert comptable, tiens j'ai telle problématique, je vais appeler mon expert comptable. Je pense que c'est en étant proche de lui, alors soit en lui passant un petit coup de fil de temps en temps, mais beaucoup nous disent qu'ils le font, soit effectivement en leur envoyant des petits mails, en leur disant tiens j'ai pensé à toi là-dessus ou j'ai pensé à vous. Voilà, c'est faire aussi en sorte de venir de passer de temps en temps le voir, mais comme ça à l'improviste, juste histoire de dire je passais dans le coin, est-ce qu'on a le temps de prendre un café ensemble, parce qu'il se dit aussi beaucoup de choses quand les rendez-vous n'est pas prévu, parce que quand tu prévois un rendez-vous avec ton expert comptable, tu vas plutôt être branché sur effectivement la situation de la boîte, des choses comme ça. Alors quand tu passes à l'improviste, ton client peut te dire tiens ça tombe bien justement, en ce moment ça va pas trop bien, ou bien tiens j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses, sans forcément avoir préparé les choses, mais juste ça, passer un petit coup de fil pour savoir comment ça va et comment ça se passe. Je pense que ça peut vraiment être bien. C'est ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez récente. On allait au travail avec Jason et puis on croise notre expert comptable. Alors on lui dit, et hésite pas, passe boire un café dans la matinée. Donc c'est ce qu'il a fait, il est venu nous voir. Et au détour d'une conversation, on lui parlait de notre besoin en marketing. Et c'est là qu'il nous a dit, mais j'ai la personne pour vous. Et donc on a recruté, grâce à notre expert comptable, quelqu'un en marketing. Et voilà, c'est ça. Savoir susciter le besoin aussi, je pense. Je me rappelle, quand on était au congrès de Clermont-Ferrand, sur la plénière, il y a un chiffre qui est ressorti qui était relativement hallucinant et les experts comptables trouvaient aussi ça hallucinant, c'est qu'il y a quand même 40% des missions qui ne leur sont pas confiées parce que leurs clients ne savent pas qu'ils sont en capacité de le faire. Alors moi je trouve ça complètement démentiel. Et je me dis oui effectivement il y a quand même un souci, le client va voir quelqu'un d'autre, va chercher un autre prestataire pour faire une mission que l'expert comptable pourrait faire. Et je dis c'est dommage, parce que même si le cabinet n'est pas en capacité de la faire, mais lui a certainement justement le relais qui va permettre à son client d'aller au bout de cette problématique. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher aussi ça, en fait, autour de ça. C'est de vraiment dire, mais j'ai des clients, j'ai vraiment un cocon de clients, mais il faut que j'en profite justement pour pouvoir nous dire mais moi je suis là, quelle que soit votre problématique, je suis là. Et ça passe par le faire connaître aussi le métier de l'expert comptable au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et justement, on rencontre quand même des difficultés, un manque d'attractivité au sein de la profession. Est-ce que chez Weblex, vous le ressentez ça dans vos propres recrutements ? Par rapport à l'attractivité, non. Parce que c'est vrai que nous, on est dans les médias, il y a peu de boîtes dans les médias sur Nantes, malgré tout. On recrute toujours, quand on recrute, ce sont des juristes, des bac plus 5, qui ont une très forte appétence pour la rédaction. Donc, il y a forcément des profils qui sont plus rares, les fiscalistes, mais c'est déjà parce qu'il y a beaucoup moins de fiscalistes qu'il ne peut y avoir de personnes qui font du droit social, par exemple. Mais après, par contre, ce qui est drôle, alors on passe maintenant par un cabinet de recrutement pour nous accompagner justement. Tout ce qui est dit de la part des personnes qui viennent passer un entretien avec nous, c'est waouh, j'ai été super bien accueillie, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est que quand on recrute, l'entretien doit bien se passer, il faut qu'on donne envie à la personne de rester là. C'est clair quoi. Ça c'est un bon conseil. Oui, complètement, de se dire mais la boîte a vraiment l'air sympa, les gens qui m'ont reçu sont sympas, il n'y a pas de prise de tête, puis c'est vrai qu'on aime bien poser des questions, alors c'est des questions hyper pragmatiques sur les compétences, mais des questions qui sont aussi à côté
côté et qui ont un peu l'art et la manière de les laisser un peu comme de ronds de flanc. C'est quoi cette question? C'est toujours assez drôle. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors ça me fait rire. Quasiment tous les recrutements, je suis là, mais quand on me dit, bah voilà ce que je lis, et quand je dis, c'est qui votre auteur préféré? C'est Amélie Nothomb. Et moi, je ne supporte pas Amélie Nothomb. Ah non, moi je déteste Amélie Nothomb. Ah oui, du coup, cette personne n'a pas été recrutée. Eh bah si, justement, à chaque fois. Parce que j'aime bien ce côté. Ah ouais. Non, mais vous savez qu'il y a des trucs sympas qu'elle écrit. Bah donc oui, on aime bien. enrichissant. Voilà, c'est aussi des questions un peu comme ça qui permettent aussi aux personnes que l'on souhaite recruter de voir un peu quel est aussi notre état d'esprit en fait, de connaître aussi un peu nos personnalités comme ça, de savoir si on leur dit est-ce que vous avez le sens de l'humour, parce que nous on a une équipe, ça rigole beaucoup quand même. Et puis il faut avoir le sens de l'humour, il faut avoir aussi le sens de l'autodérision, parce qu'il n'y a jamais de méchanceté, mais des fois ils font des réflexions qui sont toujours drôlissimes, mais si t'as pas le sens de l'humour, ça peut être un peu difficile. Oui, c'est ça, on peut se retrouver dans des situations un petit peu... Oui, mais voilà. J'allais te poser une autre question, justement, où tu demandes qu'est-ce que vous lisez. Est-ce que tu as d'autres exemples de questions? Oui, j'ai d'autres exemples de questions que je leur posais. Oui, je leur dis, voilà, si je demande à vos parents et à vos amis, mais de façon complètement différenciée, de me parler de vous. Qu'est-ce qu'ils me diraient sur vous? Et c'est drôle parce que certains disent, alors mes parents me diraient ça, mes amis diraient ça, et puis il y a une personne une fois qui m'a dit, faut surtout pas demander à mes parents. Donc la jeune femme, elle avait 30 ans. Elle me dit, parce que quand ma mère m'appelle, elle me demande si je suis réveillée. Elle m'appelle à 14h. Je dis, maman, je suis plus une ado. Oui. À 30 ans, à 14h, quand je bosse, je suis réveillée. Donc ne demandez pas à mes parents. Et puis après, voilà. Donc en règle générale, personne nous dit que je suis absolument désagréable. Non, c'est toujours ça va toujours dans le bon sens. Une question que j'ai posée l'autre jour, mais c'est parce que la personne était vraiment sympa. J'avais envie qu'on rie un peu. J'ai dit, vous connaissez Blanche-Neige et les 7 nains? Oui. Quel nain vous préférez? Alors là, c'est toujours parce que personne n'ose dire lequel on préfère, parce que si on dit je préfère un tel, c'est est-ce qu'on va penser que je suis grincheux? Oui. Voilà. Est-ce qu'on va penser que je me prends pour un prof? Mais voilà, ça peut être des questions. Après, ça dépend. Pourquoi est-ce qu'on vous recruterait? Pourquoi est-ce qu'on ne vous recruterait pas? Donc ça, c'est des questions qui peuvent aussi être déstabilisantes. Parce qu'ils disent, alors pourquoi est-ce que vous me prendriez? Oui, j'y réfléchis, mais alors pourquoi est-ce que vous me prendriez pas? Alors là, j'ai pas de réponse. C'est difficile. Oui, tu les sens chercher. Et alors, du coup, tu serais quel nain? Simplet. Moi, je suis simplet. Parce que, en fait, simplet, c'est le plus malin, quand tu regardes bien. C'est, d'abord, il est tout le temps heureux. Quoi qu'il se passe, il est heureux. Et c'est le seul qui arrive à passer 2 fois devant Blanche-Neige pour avoir un baiser avant de partir travailler. Ah, donc, c'est le plus malin, simplet. C'est le plus malin, oui. C'est sûr que quand on est optimiste, c'est toujours... voilà. Et complètement. C'est toujours une bonne chose. Moi, je suis fan de simplet. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors en ce moment, je viens de terminer de Jules Verne, L'île mystérieuse. Ok. Oui, j'adore Jules Verne. Et donc je viens de terminer L'île mystérieuse. J'ai voulu me mettre dans Les chemins noirs et en fait j'aime pas. Donc je pense que je suis une des seules lectrices à ne pas aimer Les chemins noirs, mais je m'ennuie. Donc c'est peut-être parce que je suis une campagnarde, donc tout ce qu'il dit, je le sais. Donc j'ai des lectures qui sont assez différentes. Ma fille m'a acheté un bouquin sur le troisième œil, donc je suis aussi en train de lire le troisième œil. Donc c'est vraiment complètement hétéroclite. Okay. Je suis une fan du charme discret de l'intestin, donc je vous invite tous à lire le charme discret de l'intestin. C'est extrêmement instructif. Et puis du Jules Verne, qui était extrêmement visionnaire sur beaucoup de choses. Et puis on est à Nantes quand même. Donc... Voilà. Merci en tout cas pour tous ces partages. J'avais encore une question un peu personnelle sur tes hobbies. Ah, mes hobbies. Au-delà de la lecture. Alors j'adore cuisiner. Je suis une fan de cuisine. J'adore faire tout des plats, que ce soit pour 1, pour 2, pour 40, peu m'importe. Mais j'adore ça. C'est vraiment un truc, j'ai été baignée là-dedans depuis que je suis toute petite. Je crois qu'un des premiers souvenirs que j'ai quand j'étais enfant, c'était un souvenir de cuisine, de fabrication de la mayonnaise avec mon papa. Donc je tenais la bouteille d'huile, j'avais l'impression d'avoir l'avenir du monde entre les mains. Et je trouve que c'est un super hobby parce que tu es là aussi pour faire plaisir aux autres. Donc c'est bien, tu te fais plaisir, mais tu fais aussi plaisir aux autres et ça te vide la tête. Et j'adore ça. Voilà. Donc c'est un de mes hobbies. Ah, j'aimerais être comme ça, mais bon, pour l'instant, j'aime bien la cuisine, mais la cuisine ne m'aime pas.
Alors voilà, mais ça viendra peut-être je pense par la suite. On a parlé de beaucoup de choses. Moi, il y avait quand même un sujet sur lequel je voulais qu'on passe quelques minutes, parce que vous avez quand même créé Weblex en couple. Je pense que c'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur le sujet pour d'autres entrepreneurs qui voudraient se lancer en couple. Alors nous, c'est un peu particulier parce que quand on s'est mariés, on savait qu'un jour on travaillerait ensemble. Quand ça, c'est beau. On ne savait pas, mais on savait qu'on allait travailler ensemble. Donc, on a fait un contrat de mariage déjà. Et ça peut paraître idiot, mais je pense que la première chose à faire quand on travaille en couple, c'est d'aller voir le notaire et de faire un contrat de mariage si jamais on est marié. Parce qu'au moins, le jour où il y a un souci, il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations hiérarchiques. Et là, j'en parle aussi... on a pas mal d'amis qui travaillent en couple et on s'accorde tous à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations hiérarchiques entre monsieur et madame, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Qu'il faut que chacun ait ses précarés. Ça, c'est sûr. Oui. Parce que si on fait la même chose, on se marche sur les pieds. Mais d'ailleurs, ça, c'est pas applicable qu'au couple. En fait, quand on est entrepreneur, qu'on se lance ensemble, souvent il y a des entrepreneurs qui ont fait la même école, par exemple, qui ont la même expertise, et parfois ça marche bien, mais souvent quand même ça peut poser des problèmes de précaré, comme tu dis. Oui, absolument. D'avoir cette capacité, quand on ferme la porte du bureau, à fermer la porte du bureau. Alors c'est vrai que parfois c'est difficile, parce que tu arrives à la maison, tu es à table, tu continues à travailler, donc tu as les enfants qui disent « bon, ça va, c'est bon, on a compris ». Tu leur dis « oui, c'est vrai, tu as raison ». Ou alors tu leur expliques, écoute, si on travaillait pas dans la même boîte, on échangerait le soir sur nos journées respectives. Donc on en discute pendant 3 minutes et après on change de sujet. Et puis après, faut pouvoir travailler ensemble. C'est drôle parce que des fois, plus des hommes d'ailleurs, quand je leur dis, je travaille avec mon mari, ils me disent, mais ma femme, elle pourrait jamais travailler avec moi. Elle ne supporterait pas. Une femme ne dit jamais ça, mais très souvent les hommes disent, ah non, mais ma femme, elle supporterait pas de travailler avec moi. Je serais invivable, à mon avis, elle serait déjà partie depuis longtemps. Donc après, c'est vrai que c'est une expérience de travailler en couple, parce que t'es 24 heures sur 24 ensemble, quasiment. Donc il faut aussi trouver des moments dans la semaine où t'es pas ensemble, où chacun a des activités différentes, parce que sinon, je pense qu'à un moment donné, tu tournes un peu en boucle, complètement. C'est donc, ça, oui, trouver autre chose. Oui, trouver autre chose pour... Donc voilà, mais je trouve que c'est une riche et une belle expérience en fait de travailler ensemble. Oui, et puis je trouve aussi que justement, comme quand on est en couple, on est à peu près tout le temps ensemble, est-ce que c'est pas aussi un levier pour la croissance de l'entreprise de se dire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite ? Alors oui, dans la mesure où les deux ont quasiment le même rythme de travail, je trouve, donc t'as jamais cette problématique-là, où ensuite les choses sont toujours claires. T'oses peut-être plus dire à ton conjoint un truc qui ne va pas, ou une décision avec laquelle t'es pas forcément d'accord, ou un projet sur lequel tu dis, je sais pas, j'ai des freins quand même, alors que quand tu n'es pas en couple et que alors quand tu travailles seul, c'est terrible, parce que t'as vraiment la solitude du chef d'entreprise, ou quand tu es deux associés, une association c'est comme un mariage, mais oui, je trouve que là, effectivement, on se cale sur le rythme l'un de l'autre, et ce qui est bien aussi, moi je trouve, c'est que quand on a un qui a plutôt tendance à avoir 1000 idées à la minute, à tirer, l'autre qui dit « Waouh, attends, doucement ». On se pose, on réfléchit, et oui, tu peux peut-être aller plus vite. Après, ce qu'il faut effectivement, c'est faire en sorte que tout se passe bien tout le temps, parce que on n'a pas d'amis qui travaillent ensemble qui se sont séparés, mais j'imagine que ça doit pas être simple quand tu crées une boîte ensemble et que tu te sépares. Difficile à gérer. Autant quand tu es un associé, ça va, tu te sépares, même si il y a quelques remous à droite et à gauche, mais quand tu es en couple et que tu te sépares, ça doit pas être forcément c'est moins facile. Très simple, complètement. On a un exemple quand même d'entreprises où ils se sont séparés, ils ont continué à travailler ensemble et ça se passe super bien, mais je pense que ça doit être à la marge quand même. Ça doit être à la marge. J'ai une dernière question pour toi, Céline. Dis-moi. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu ? Ouh là là, alors je sais pas si c'est un compte comptable, mais j'ai suivi, non c'est même pas un compte comptable, mais j'ai suivi en fait une fois une formation à la CCI quand j'ai créé ma première boîte. Et je me souviens du formateur qui nous a dit quelque chose de vraiment intéressant en disant un collaborateur, quand vous payez son salaire tous les mois, faut pas le prendre comme une charge, faut le prendre comme un investissement. Exactement. Voilà, donc je ne réponds pas à ta question, mais je te dirais peut-être, oui c'est ça, ce serait peut-être le compte
investissement, parce que quand tu investis, on a tout ce qu'on a gagné sur Weblex, on l'a toujours réinvesti dans Weblex. Ça a toujours, et le moindre petit euro a toujours été réinvesti dans la boîte, et je me dis qu'aujourd'hui, c'est ce qui paye. Alors effectivement, tu prends des risques, mais après tout, quand tu es entrepreneur, tu prends des risques tout le temps, mais donc quand tu vis, quel que soit ce que tu fais quand tu vis, tu prends des risques tout le temps. Et l'investissement dans les collaborateurs, c'est... Oui, complètement. Et pas que d'une façon de monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est de faire en sorte que tes collaborateurs soient contents de venir bosser le matin. Et je trouve que ça, c'est une richesse quand tu les vois arriver avec un sourire jusqu'aux oreilles. Tu dis OK. Et quand tu les vois repartir aussi, ils sont contents de leur journée, tu dis OK, j'ai réussi en fait. C'est ça, c'est hyper enrichissant. Oui, complètement. Et puis, je pense aussi que quand on est entrepreneur, pas tout de suite se dire créer son entreprise en ayant tout de suite en tête l'idée de la revente. Mais pourquoi est-ce que je crée une entreprise ? C'est quoi mon objectif ? Nous, on s'est toujours dit ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des collaborateurs pour permettre à des jeunes de pouvoir créer une famille, de pouvoir acheter une maison, de pouvoir avoir des projets, en fait. C'est ça, cette richesse, c'est la véritable richesse de l'entrepreneuriat, en fait, je trouve. Exactement. Oui, et puis si tu crées ta boîte juste pour la revendre, il va falloir être patient. Hein. Il va falloir être patient et puis arrêter de rêver aussi à un moment donné, je pense. C'est ça. Parce qu'on voit souvent que la réussite, ceux qui ont réussi, mais généralement c'est au bout de 10 ans, c'est au bout de plusieurs années de travail acharné. C'est la réussite, c'est pas tout de suite dès le début. C'est beaucoup de travail et d'abnégation et d'apprendre à tomber, et de se relever. Et une fois, la dernière petite histoire, on avait un ami quand on était encore à Lille qui nous avait dit j'ai l'opportunité de quitter mon boulot à Lille, d'aller m'installer à Nice pour acheter une boîte. Est-ce que nous, on n'était pas encore entrepreneurs à l'époque, on était tous les deux salariés. Il disait qu'est-ce que vous en pensez ? Et je lui ai dit écoute, t'as juste une question à te poser, mais juste une. Si tu plaques tout ici pour t'installer à Nice, est-ce que tu es prêt à tout perdre ? Parce que l'entrepreneuriat, ça peut aussi être ça. Est-ce que tu es prêt à tout perdre ? Il m'a dit non. Mais j'ai dit, tu n'y vas pas. Tu restes dans ton boulot de salarié parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain quand tu crées ta boîte. Tu peux gagner beaucoup, mais tu peux aussi perdre beaucoup. Et il faut avoir ça en tête. Est-ce que je suis prêt à tout perdre du jour au lendemain ? Est-ce que j'aurai la force de me relever, de repartir, de recombattre ? Si tu ne l'as pas, tu oublies ton projet. Peut-être que tu seras en capacité plus tard, mais pas pour l'instant. Génial. Encore un bon conseil. Oui. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais c'est un conseil. Oui. Et puis c'est la réalité. Complètement, absolument. Merci beaucoup Céline pour ce moment. Mais avec plaisir. Et à très bientôt. Avec plaisir, toujours. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération Comptable.